Et salut à toi! Alors voilà, on y est. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, on a dans le monde merveilleux de la roue électrique un nouveau fabricant qui s'appelle Nosfet. Et il nous propose une nouvelle roue qui semble répondre point par point aux attentes de nombreux wheelers comme moi, adeptes de petites roues et de micromobilité. Cette nouvelle roue, elle s'appelle l'Aero. Et la voilà. Et après 3 semaines de tests intensifs et plus de 300 km parcourus, je crois pouvoir penser qu'elle pourrait bien incarner à elle seule la fameuse petite roue urbaine et suspendue que j'attendais depuis si longtemps. Et puisque tout est nouveau et enthousiasmant en ce moment, il en va de même pour le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, grâce à qui j'ai l'Aero sous les pieds pour la tester et te la présenter. La boutique Gershon Wheels. Gershon Wheels, c'est un distributeur et un revendeur de roues électriques depuis 2023. Et, depuis le 21 avril 2025, ils ont aussi une boutique en plein cœur de Paris pour t'accueillir. Alors, si tu cherches une roue à acheter, y compris bien sûr l'Aero dont on va parler, de ma part, tu sais où aller. Je te mets tous les liens et les informations en description. Voilà. Maintenant que le décor est planté, on peut se lancer. Alors, si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et c'est parti! Et une fois n'est pas coutume, pour se lancer, on va plonger directement dans les caractéristiques techniques de l'objet. On a ici un holomotor de 2000 watts en nominal et 8000 watts en pic. Attention aux chiffres, ça donne une idée, on est content de les trouver, mais je te rappelle toujours qu'il faut que la ligne complète de puissance soit cohérente pour que ça puisse bien fonctionner. Et donc, ce moteur est accompagné d'une batterie de 1110 Wh à 126 volts avec des cellules 50S. Et donc, pour chausser tout ça, visiblement, à l'heure où j'écris ces lignes, à l'heure où je les prononce aujourd'hui, Nosfet propose 3 modèles de pneus tubeless. Pour ce qui est de moi, j'ai testé le pneu hybride polyvalent donc, et je l'ai trouvé très bien, passe-partout, avec une bonne stabilité et une bonne maniabilité. Mais tu sais, moi j'aime les pneus villes pour leur silence et leur glisse encore plus douce, donc je serais peut-être, sûrement, amené à le changer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette dimension de pneus qu'on appelle 10 par 3 dans le milieu de la moto, eh ben on pourra trouver facilement un remplaçant. Et la cerise sur le gâteau, quand on a parlé de tubeless, quand on a parlé de 10 par 3, c'est qu'il semblerait que ce pneu soit très facile à changer. Je te tiendrai informé sur le Discord d'ailleurs, tu sais, le Discord de la chaîne, quand je l'aurai fait. Mais pour le moment, je te mets en description la vidéo qui vient du site officiel de Nosfet. Maintenant, parlons de la suspension. Et là encore, Nosfet nous a bien traité et nous donne une suspension universelle de 70 mm de débattement qui ne nécessite pas de choisir à l'achat une option en fonction de son poids. On a 2 amortisseurs qui sont totalement identiques et qui possèdent chacun les 3 réglages dont on a besoin, la compression, la détente et le rebond. Et alors, tous ces réglages-là, ces 3 réglages-là, il va falloir les faire de ce côté-là, bien noter ce que tu auras mis, et puis le faire ensuite de l'autre côté pour garder la symétrie. Et puis pour le réglage de la suspension, si tu as des questions, d'abord tu as des réponses dans le manuel d'utilisateur, et puis tu as carrément le manuel du fabricant qui est spécialement dédié. Du coup, je pense que j'ai vraiment pas besoin de m'attarder sur le sujet. Et par contre, il fallait bien que je trouve un défaut à cette roue-là. Oui, à l'usage, je me suis rendu compte que quand le réglage de la compression est ouvert au maximum, pour avoir plus de débattement, la suspension fait un bruit auquel toi tu te feras peut-être, mais moi qui suis un maniaque du bruit, quand je roule, ça a fini par m'épuiser. Pour me séparer de ce bruit-là, il a fallu réduire la compression, mais alors, j'ai aussi perdu en confort. À part ça, pour ce qui est des sensations de cette suspension, eh ben écoute, c'est super, vraiment. Elle est légère et son débattement de 70 mm pourra vraiment encaisser les petits et les gros défauts de la chaussée sans arriver en butée, tout en gardant les pédales à 20 cm du sol pour faciliter les manipulations de la roue à l'arrêt. Monter et descendre de la roue au feu rouge n'est pas une corvée et nous offre une belle fluidité. Et évidemment, la cerise sur le gâteau de cette roue-là, tu la connais déjà, c'est que tout ce dont je viens de te parler et tout ce qu'on va aborder après, ça rentre dans un format compact et léger. Oui, tous ceux qui voulaient ces spécifications-là et un poids sous les 25 kg sont servis. Youpi! Et d'ailleurs là-dessus, je voudrais juste ajouter une chose. Oui, je voudrais partager avec toi mon émoi parce que sincèrement, avoir une roue avec ces caractéristiques, comme je viens de te dire, et qui puisse rivaliser, voire concurrencer, voire détrôner la S18 à la taille du pneu prêt. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Je pensais qu'il faudrait attendre des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, mais non. Là,
On y est. Et pourtant, la S18, elle est là depuis un paquet d'années. Mais personne s'y était attaqué. C'est maintenant chose faite. Bravo Nosfet. Maintenant, allons justement voir la roue de plus près pour en faire le tour du propriétaire. Et alors, on commence par l'aspect. Et avant le look, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la taille. Tu sais, quand on la voit sur les modèles, quand on la voyait sur les rendus 3D, d'ailleurs, qui étaient très fidèles à la réalité, eh ben, on aurait dit qu'on avait une grosse roue comme une Lynx ou quelque chose comme ça. Mais en fait, on a en effet un look un peu comme une Lynx. Attention, hein, un look seulement, pas les performances. Mais on a ça en tout petit, tu sais, on dirait un peu une dinette de grand-mère où on a tout comme les grands, avec les mêmes matériaux, avec la même qualité, mais en tout petit. Les finitions sont excellentes, c'est du grand art, franchement. Le design, la personnalité, les lignes finies, bien dessinées, le tout super bien assemblé, les matériaux respirent la qualité. Et alors, InMotion nous avait déjà habitués à cette qualité de finition, mais là, on est franchement un cran au-dessus, quoi. Ce qu'il faut dire, c'est que oui, elle est très racée, mais du coup, c'est moins discret. Alors par contre, oui, il faudra que ça tienne dans la durée. Parfois c'est joli au début et puis ça a du mal à encaisser l'usage et les années. Et puis attention, je te l'ai déjà dit mais je préfère me répéter parce qu'il faut quand même qu'on se souvienne des leçons que nous avait appris la S18. Attention donc à son aspect sexy. On a bien ici une petite roue légère pour la micromobilité, pas une roue de course pour s'éclater. Bon, et alors, si je descends un peu de mon nuage, il y a quand même des choses qui sont moins réussies. La première, c'est ce buzzer-là, qui est franchement laid. Il va falloir le repeindre ou le recolorier en noir pour qu'il soit plus discret. Et puis, puisqu'on parle du buzzer, il y a ce plug-là, tu vois, là, autant la roue est étanche, autant ce plug-là, je suis pas certain. Ensuite, oui, il y a les coques en magnésium qui sont bien moulées et tout ça, mais regarde, il y a encore beaucoup de vis en inox apparentes. Il y en a sur le dessus. Et ça, je me souviens, j'avais déjà fait la remarque sur une roue Lipperkim. Clairement, si c'était en noir, ce serait plus joli. Enfin, tu vois, les packs batteries sont symétriques, donc c'est le même pack qui va des deux côtés. Évidemment, ça simplifie la manufacture. Mais alors, comme la béquille est attachée par ces trois vis-là, eh ben, ces trois vis qu'on retrouve ici, parce que ça va se retrouver à l'arrière de l'autre côté. Donc, moi, j'aurais mis des petits caches ici, tu vois, en les vissant. Bon, j'imagine que assez vite, les accessoiristes vont s'occuper de ce sujet. C'est des petites pièces à imprimer en 3D. Pourquoi pas mettre un peu de couleur? Enfin, ça, c'est pas mon métier. Et puisqu'on en est à trouver des petits défauts, puisqu'on en est à relativiser, il y a les pédales. Alors les pédales, moi la première fois que je les ai vues, j'ai crié au scandale. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai contacté Nosfet, j'ai dit tu peux pas te planter comme ça à ce point-là. Et ils m'ont dit au moins elles sont légères. Et c'est vrai que ils ont fait des énormes trous béants comme ça pour les alléger. Pour ce qui est de l'utilité, tu vois, il y a des petits picots, les picots sont plutôt bien faits et à l'usage, même sous la pluie, à aucun moment, elles m'ont lâché. Par contre, les pédales, quand il pleut, il fallait s'y attendre. Hein. On a des petits abreuvoirs pour les oiseaux. Je pense qu'il fallait au moins faire un petit trou pour que l'eau puisse s'évacuer. Voilà. Mais encore une fois, je répète, à l'usage, les deux picots du milieu, là, prennent bien sous la semelle et le pied va même pas bouger. Au début, je me disais, il faut mettre du velcro, enfin, il faut trouver un truc, quoi. Mais non. Et alors après avoir dit tout ça, j'ai quand même quelque chose à ajouter. Là, je reviens du sport et quand je vais au sport, tu vois, j'ai des chaussures avec des semelles avec des petits crampons comme ça. Et alors là, j'ai voulu faire un freinage d'urgence et les crampons se sont mal alignés, tu vois. Je suis pas tombé sur un crampon et ça a complètement glissé. Donc, c'est à ça que ça sert, tu vois, d'avoir plein de petits picots là. Ça sert pas quand t'es en chaussures de ville ou en chaussures avec semelles plates et molles. Mais dans les cas un peu particuliers comme ça, si jamais tu mets des chaussures de randonnée pour aller rouler, alors là, oui. Les pédales, je pense qu'il faudra les changer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des accessoiristes qui se sont penchés sur la question et d'autres viendront à n'en pas douter. Voilà. Tu vois, c'est vrai qu'ils ont essayé d'enlever le plus de matière possible pour alléger. Encore une fois, 25 kilos, ça a été un combat de tous les instants, de tous les grammes pour alléger la roue, quoi. D'ailleurs, on parle des coques en magnésium, mais à l'intérieur, il y a aussi des parties plastiques. Tu vois, ici, c'est du plastique, l'intérieur des packs batteries. Tu vois, vraiment, je pense qu'il a fallu faire des compromis. Et moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Et puisque je te parle des pédales et de la pluie qui va venir s'immiscer partout où elle va pouvoir, il est temps de dire que cette roue est annoncée comme étanche avec une IPX6. Et ça aussi, encore, même en 2025, c'est une raison à elle seule de s'enthousiasmer. Et si la roue est étanche,
Quid des garde-boue, tu me diras. Oui, écoute, à l'avant, ça fait bien le boulot, c'est bien couvrant, même si quand on regarde du côté, on voit qu'il y a quand même pas mal de pneus qui continuent à dépasser. Mais voilà, ça va bien lécher la roue. À l'arrière, on a un garde-boue en deux parties. D'abord, la partie bien couvrante de la roue, et puis celui-là, comme sur les motos, tu sais, qu'ils appellent des lèche-roues. Et alors moi, ce qui me faisait très peur, c'était ce trou béant là. Et au final, quand j'ai roulé sous la pluie, grosse pluie, même dans les grosses flaques, eh ben, j'ai pas été trempé. On voit bien, d'ailleurs, le flux de projection qui est coupé par le garde-boue. Et le gros avantage de ça, c'est que oui, quand j'ai roulé sous la pluie, eh ben, le passage de roue était pas complètement engorgé. Pour la pluie, pardon, je passe un gros moment dessus, mais regarde là les boulottes. Aïe aïe aïe, ça va pas du tout ça. Je sais pas si tu vois bien là. Ici là, jusqu'au fond, tu vois, il y a toute une boulotte là, et l'eau qui se met dedans. Ouais, elle est IP, mais je dirais pas qu'elle est complètement pensée pour la pluie, quoi. Je sais pas si tu vois la différence. Maintenant, pour ce qui est de la charge, écoute, je t'ai parlé d'une roue à 1110 Wh de batterie. Ça veut dire qu'on est dans la famille des roues qu'il va falloir régulièrement recharger. Et alors, là, tu vas un peu m'entendre râler. Pourquoi? Parce que le port de charge, il est ici, à l'arrière, sous un clapet. Donc, pour y accéder, il va falloir déverrouiller le trolley. Et puis ensuite, on va retirer le clapet. Sauf que tout ça se fera quand la roue sera sur la béquille. Et d'un coup, tu vois bien que c'est très très compliqué d'accès. Bon, voilà. C'est dommage parce que franchement là-dessus, ils auraient pu faire mieux et ça aurait été waouh. Par contre, encore une avancée pour les petites roues urbaines, on a un chargeur livré de 5 ampères dans la boîte, et donc une charge complète en 2 heures. Et avec une charge maximum annoncée à 10 ampères, on peut encore réduire ce temps de moitié, ça laisse donc le temps de recharger à midi, quand on part en randonnée. Et puisqu'on parle de la charge, il faut dire aussi que la roue est dotée, comme souvent maintenant en 2025, la roue est dotée d'un Smart BMS, et on pourra voir en direct l'état de la batterie cellule par cellule grâce à l'application Nosfet. Et alors attention, en effet, pour ce qui est de l'application, on a toutes les données quand on va rouler, on peut, je te l'ai dit, accéder aux données des batteries, mais on peut ne faire aucun réglage de vitesse, de tiltback et tout ça. Pour ça, il faudra avoir soit une application tierce pour utiliser le téléphone, soit aller dans les paramètres, et c'est à ça que ça sert, franchement. C'est très pratique de pouvoir avoir une roue qui se suffit à elle-même et qui n'a pas besoin de passer par un téléphone pour être réglée. À propos de la sécurité d'ailleurs, Nosfet a encore implémenté une nouvelle option qu'on connaît chez l'Hyperkim. Oui, la possibilité pour la roue de continuer à rouler, même en cas de défaut du capteur à effet Hall. Écoute, même si on espère ne pas avoir à s'en servir, c'est parfait. Et maintenant, parlons de l'écran. Alors, à l'image de la roue, d'abord, tu vois, à côté de mes doigts, il n'est pas très grand. On a à peu près 5 cm. Et puis, il est un peu en retrait, là où moi, je veux toujours qu'il soit devant. Au moins, il est bien protégé, là, par la poignée. Ensuite, on a de gauche à droite la batterie. Justement, il n'y a pas de pourcentage. Il y a 8 barres de batterie. Moi, je trouve pas ça très, très précis, ni très intuitif, parce que jamais tu vas t'amuser à compter. Mais bon. De l'autre côté, en symétrique, il y a la consommation en courant instantané. Ça, pareil, moi, je m'en suis jamais servi. Peut-être qu'ils auraient pu mettre autre chose, mais au moins, ça vient remplir cet espace-là. Au milieu, là, où on a l'animation de veille, on a la vitesse qui est très lisible. Et en bas, tu vois, on a le menu que moi, je trouve très bien. On peut faire défiler les informations à gogo. Et puis, avec ce bouton-là, on peut accéder directement au menu. Et puisqu'on parle des boutons, allons-y gaiement. Ici, on a le bouton d'allumage de la roue qui fait aussi office de bouton pour régler l'animation de la lampe arrière. Ici, c'est le même principe, c'est pour l'animation et le réglage, on va en reparler, de la luminosité de la lampe avant. Ici, c'est pour le menu défilant et ici, c'est pour rentrer dans les menus et ensuite naviguer à l'intérieur des menus. Encore une fois, ils n'ont rien inventé, pour le coup, c'est emprunté tout ça à l'Hyperkim. En dessous là, tu verras, il y a le mode d'emploi. Pour ce qui est du phare avant, je t'ai parlé d'un bouton pour l'allumer, sauf que tu n'en auras pas besoin parce que il y a un détecteur de luminosité. Et une fois que le phare est allumé, on voit qu'on a un faisceau bien large, bien découpé, qu'on peut faire varier à 3 niveaux d'intensité. En plus d'être réglable, le phare est inclinable, on a une belle lumière de jour, on a des protections là en métal sur tous les côtés, on a
une belle forme qui donne une belle personnalité. Franchement, que demande le peuple? Franchement, waouh! Là, moi, je prends mon pied. Enfin, un constructeur qui fait bouger les lignes sur les standards du phare avant. Encore un gros coup de pied donné dans la fourmilière des vieux éléphants. Pour le phare arrière, je te le disais, on fait varier l'animation en appuyant sur le bouton d'allumage de la roue. Et alors, on a d'abord un mode qui est clignotant, un peu flashy, un peu voyant. Ensuite, on a un mode RGB, ça veut dire que la roue, elle possède cette option-là. Et enfin, on a ce mode-là qui va être un mode, moi, que j'appelle un mode micro-mobilité, c'est-à-dire qu'on a un feu arrière continu quand on va rouler et qui, hop, va augmenter quand on va freiner. Et ce mode, il respecte enfin la réglementation. Punaise, c'était franchement si compliqué de faire un feu arrière comme ça pour qu'aucun fabricant, ou presque, ne l'ait fait jusque-là? Je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi, je suis content de le trouver là. Et alors attends, je viens de me rendre compte d'un truc génial, c'est que l'animation est pas la même selon que tu freines fort ou doucement. Regarde là, juste je ralentis. Et il y a quelques LED qui s'allument. Et si jamais je vais freiner très brutalement, il n'y a personne derrière, hop, ça va aller jusqu'au clignotant. Maintenant, abordons un sujet qui a l'air de fâcher beaucoup de gens, les powerpads et les panneaux latéraux. Alors d'abord, moi je dois te dire que j'ai utilisé la roue sans les pads. D'abord par souci esthétique. La roue est livrée, c'est vrai, avec des feuilles de velcro sur mesure, mais qui cachent tout le design dont je t'ai parlé. Et moi, oui, ça me fait triste. Autant la roue est pas moche avec le velcro, autant elle est quand même beaucoup plus jolie sans. Mais aussi, je dois dire que je roule pas avec les powerpads parce que je trouve ça très agréable de rouler sans. Pourquoi? Eh ben, je te le donne, Émile. C'est parce que là, au niveau des mollets, au lieu de faire une surface très lisse comme tous les concurrents, ils ont mis cette petite partie là qui est en caoutchouc plus rugueux. Et du coup, le mollet, il peut très très bien agripper à cette partie-là pour accélérer et freiner. Ce petit truc-là, ça fait que oui, on peut se passer de powerpad tout à fait. Et donc, ça faisait 3 ou 4 ans que j'avais pas conduit la roue sans pad. Et en fait, j'ai pas eu de mal à m'y remettre et je suis d'ailleurs très heureux de retrouver ces sensations et cette liberté. Il y a que pour les freinages d'urgence, je dirais, où en effet les pads viennent un peu à manquer. Alors là, franchement, moi, je crie au génie, ou en tout cas, je crie à l'ingéniosité. Parce que c'était pas compliqué, hein. Ils auraient pu se planter, mettre une partie comme ça, ou en plastique dur et lisse comme ça, et alors ça aurait été loupé. Mais juste ce petit truc-là, waouh! Mais sinon donc, dans la boîte, comme je te disais, tu auras des feuilles de velcro qui seront livrées, prédécoupées, et absolument, qui s'ajustent de façon absolument parfaite. Ces feuilles de velcro-là, tu vois, tu pourras y poser un powerpad qui a été fait sur mesure pour cette roue-là, à l'avant et à l'arrière. Et alors là, voilà. À la question, est-ce qu'on peut mettre des powerpads sur cette roue? La réponse est oui. Est-ce que c'est nécessaire? La réponse, c'est à chacun de la donner. En tout cas, c'est possible et c'est pas compliqué. Mais c'est pas nécessaire, selon moi, pour un usage de micromobilité, de rajouter 800 grammes et 6 cm de chaque côté. Et voilà, on a terminé avec cette partie très complète sur l'équipement. On passe maintenant à la partie praticité, pour voir si l'aéro continue de nous épater. Et forcément, on commence par le trolley, parce que oui, cette roue possède bien un trolley, et celui-ci, on peut le dire, respecte le look de la roue en étant parfaitement intégré, au point que, quand il est fermé, beaucoup se demandent où il est. Eh ben le trolley, si tu te demandes, il est là, sur le dessus. Tu vois, c'est cette partie-là. Et on va beaucoup en parler parce que là encore, ils ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. D'abord, pour le débloquer. Tu vois ce petit loquet là? Il y a une poignée, hop, à tirer pour le débloquer. Ce qui fait que quand on le remet, là, il va plus bouger. Et alors, il est super bien intégré, mais à l'usage, tu vois, pour le débloquer, il y a un petit loquet ici. Tu vois? C'est très bien, tu vois, on peut le voir sur les côtés là. Mais il y a un petit souci, c'est que la poignée, le petit truc, l'ersatz d'accès, ils l'ont mis au milieu. Sauf que au milieu, il y a la main, tu vois. Donc, il faut venir mettre le doigt dans ce petit trou-là pour pouvoir, tu vois, la manipuler. Et attention, ce petit trou-là, moi j'ai des petits doigts. En hiver, avec des gros gants, je sais pas si ça passera. D'ailleurs, on parle d'hiver avec des gros gants. Parlons de la poignée, tu vois. Elle est déjà pas très épaisse, mais alors en plus, quand tu actionnes cette chose-là, il te reste plus que à peine 1 centimètre.
pour la lever. Donc, tu vois, c'est très ingénieux, mais c'est pas parfait. Par contre, une fois déplié, il culmine à 88 cm et franchement, il est très facile à manipuler, il est solide, il est parfait, tu vois. La poignée, elle arrive ni trop devant ni trop derrière, donc c'est très très instinctif. Encore une fois, il y a comme une évidence qui se dégage de cette manipulation de trolley. Pas là, ici seulement. D'ailleurs, puisque je fais des allers-retours, il faut dire que pour le laisser comme ça en position debout, ça marche par système de friction. Ici, là, c'est facile, et à partir de là, ça devient plus compliqué. Donc, c'est fait pour... Alors, si tu forces, évidemment, c'est fait pour pouvoir aussi le refermer facilement. Si tu forces, il y aura pas... Tu pourras le replier. Mais, voilà. D'autant que moi, j'aime bien ces trolley-là, quand on descend les escaliers, ça permet de t'accompagner. Et puis, il y a une option que je t'ai pas montrée, c'est l'option porte-casque du trolley. Et ça, tu sais que ça me plaît. Attention, là, j'ai un casque jet, mais... avec la friction dont je t'ai parlé, tu vois, même avec un casque plus lourd, je pense que ça passerait. Ensuite, pour porter la roue, écoute, c'est très très bien intégré et c'est encore le moment de crier à l'ingéniosité. Ici, on a un bouton coupe-circuit. Hop. Et puis une fois que le coupe-circuit est enclenché, soit on le porte à une main par la poignée centrale, soit à deux mains par les poignées des côtés. Franchement, évidemment, je vais me répéter, mais le clou du spectacle, encore une fois, c'est que oui, il n'y a que 25 kg à porter. Maintenant, pour terminer ce tour du propriétaire plutôt complet, il faut ajouter que la roue est équipée d'une super béquille. Franchement, il n'y a rien à dire, à part qu'elle est assez basse pour que justement, quand la roue est sur la béquille, elle ne soit pas complètement couchée, et à la fois assez haute pour que, quand on veut descendre un trottoir ou une grande marche, eh ben, on va pas venir taper à cet endroit-là. Waouh! Voilà, maintenant ce tour du propriétaire est terminé. On a vu qu'elle avait beaucoup d'équipements et d'options qui étaient très très bien maîtrisés, mais alors, maintenant, on va voir ce que ça peut donner quand on va rouler, parce que les trucs, les machins, c'est très bien, mais on parle quand même d'un engin de micromobilité. Et alors, sur la route, je vais me répéter encore et encore, mais on a une petite roue avec un petit diamètre qui a franchement toutes les qualités pour rouler dans les zones denses de centre-ville. La balance, les proportions sont parfaites, pour moi en tout cas. On l'a bien en jambes, et pas trop. Elle est ni trop fine, ni trop épaisse entre les jambes. Ni trop, ni pas assez. Le centre de gravité est top, mêlé à un pneu dont je t'ai parlé, on a un prolongement quasi parfait. Pour moi et mon petit gabarit, c'est la roue sur mesure pour aller rouler en centre-ville. Avec cette roue, je peux accélérer librement, je peux freiner instinctivement, je peux tourner large ou serré sans jamais ressentir de contrainte au niveau des mollets. Je peux rouler doucement, tout en maîtrise, et puis aussi, je peux faire plus si affinité. Tout ça sans jamais perdre cette sensation de prolongement que j'aime tant, tu sais. Enfin, j'ai une roue avec laquelle je me sens pas ni engoncé, ni débordé. Une roue qui me donne une totale maîtrise et une totale liberté. Voilà une roue que je peux toujours contrôler. Et là, pour moi, je dis que je vois pas ce que je pourrais demander de plus à un fabricant aujourd'hui. Il y a comme une évidence qui se dégage de cette roue-là quand on monte dessus. Et puis, je te parle de centre-ville, mais pendant mon test d'autonomie où j'ai fait quand même une petite 60aine de kilomètres, j'ai eu aucun mal à sortir de la ville. J'ai même pris un grand plaisir à rouler en forêt. Non, franchement, cet aéro, c'est le pied. Pour mon gabarit, en tout cas, j'ai une vraie roue hyper polyvalente. La ville, c'est ok. Les grandes agglomérations, c'est ok. La forêt, ok. L'intermodalité, bon, il y a 25 kilos quand même à porter dans les escaliers, mais ça peut s'envisager. Et puis la randonnée, avec un chargeur rapide et une belle petite pause déjeuner, c'est aussi validé. Maintenant, et presque pour terminer, parlons de l'algorithme. Pour ceux à qui ça parle, on est très proche de celui de l'Hyperkim, qui est très doux, fluide et accueillant. À noter que bien sûr, l'aéro, comme toutes les autres roues du marché, possède des modes de conduite différents et des options de réglage. C'est possible de modifier l'inclinaison et le comportement des pédales, soit directement depuis le menu, soit dans l'application. Mais moi, je le trouve tout de même un peu parfois dansant. Alors, oui, pour moi qui aime les pédales qui bougent pas d'un iota, même quand on coupe toutes les assistances, les pédales ont quand même un peu tendance à plonger vers l'avant en accélérant. Et maintenant, c'est le moment enthousiasmant pour moi de donner un bonheur score à cette roue, et tu le vois venir. Cette roue crève le plafond. On a une note globale de 8,2 sur 10. Oui, parce qu'elle a très peu de défauts et aucun qui puisse être considéré comme rédhibitoire. À l'inverse, elle a beaucoup d'équipements de série et des belles options avec une glisse proche de la perfection pour les petits trajets. Selon moi, la Aero est une roue qui a franchement été très
très bien pensé. Et voilà, maintenant, notre voyage à la découverte de cette nouvelle roue, de cette nouvelle marque touche à sa fin. Et on l'a vu, et je te le disais, pour moi, cette roue pourrait bien être la roue qui mettrait tout le monde d'accord. Enfin, tout le monde, je sais pas. Mais pour moi, oui, la Aero est excellente pour 90% de mon usage, pour mon gabarit et ma philosophie. Sincèrement, j'aurais du mal à demander plus pour le moment. Un trolley plus pratique, peut-être? Un plafond de puissance et de vitesse plus haut? Mais bon, tu sais ce qu'on dit? Y a point d'éloge flatteur sans la liberté de blâmer. Bah là, c'est l'inverse, je dirais. Ici, oui, force est d'avouer qu'on ne peut que féliciter Nosfet pour tous les choix qu'ils ont faits, et qu'ils ont assumés jusqu'au bout, sans nous proposer une moitié de roue avec des morceaux d'options. À la fin, on a une roue bien balancée, bien équilibrée, une roue polyvalente, facile à prendre en jambes et bourrée d'équipements innovants. Tu sais, à leur annonce, je voyais ces roues de 15 pouces par 3 comme des roues pour nouveaux wheelers débutants. Puis, mon esprit a évolué, et je les ai vues comme des secondes roues, des roues de complément. Mais plus ça va, plus ça ressemble à des roues qui, en effet, pourraient les gouverner toutes. Et au moment où je te le dis, ça paraît galvaudé, mais je trouve même pas que ce le soit, parce que, pendant mon essai, j'ai pu tout faire, et j'ai pris un plaisir fou partout. Tu sais, avec cette Aero, je me suis revu sur la MCM5 de Gotway que j'adorais, puis sur la Tesla du même fabricant. Des condensés de pêche et de praticité dans un format compact qu'on ne veut jamais quitter. Vraiment, je pense que je vais aimer cette Aero comme j'ai aimé la MCM5, la S18, la 18XL et tant d'autres roues encore. Maintenant, je pense que l'Aero, avec son effet waouh, peut être comparée à la S18. En effet, en tant que roue suspendue, légère et urbaine, la S18 était très forte dans ce compartiment tant qu'elle avait pas ou peu de concurrents. Mais là, à la différence de la V9 qui est venue se placer juste en dessous en termes de spécification de puissance, d'autonomie et de prix, l'Aero possède pour le coup de sérieux arguments pour la concurrencer, pour concurrencer la S18 et même peut-être, qui sait, la faire tomber. À la taille du pneu près. Oui, les 15 pouces de la Aero d'un côté et les 18 pouces de la S18 de l'autre, ça restera toujours une question de goût. Mais tu vois, quand on attendait, il y a quelques années, la fameuse 16 pouces suspendue, quand l'an dernier, la S16 et la V14, dont tu te souviens, je suis pas tombé amoureux, ont été annoncées, c'est clairement une Aero que personnellement, moi, j'attendais. Et aujourd'hui, cette roue tant attendue, je peux le dire, elle est enfin arrivée. Enfin voilà, maintenant j'en ai terminé. J'espère que cette série de 3 vidéos sur la Aero t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant et en contribuant aussi à son financement. Je sais, je me répète, mais ça c'est vraiment important pour moi, pour me permettre encore et toujours de continuer à créer en toute liberté et pour que la chaîne puisse continuer d'exister. Maintenant je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et encore un sujet enthousiasmant, espérons-le. Allez.